Bonsoir tout le monde, bienvenue pour une nouvelle émission d'Ice Foot les amis. Aujourd'hui, comme d'habitude, on est lundi, et lundi c'est prime time. Et comme d'habitude aussi, je suis avec mes acolytes. Bonsoir Sofiane. Je suis libre, ça y est, on m'a envoyé l'échelle. Enfin, il a plus besoin de... On est libre. On est libre. Oui, on est libre. Mais moi, ça a pris un peu plus de temps. Donc, salut à tous. Salut chat, salut à Manu. Et on est avec Nando aussi. Bonsoir, monsieur Nando. Chachalana, comment allez-vous? Bonsoir à tous. Ça va bien, mieux que les Girondins. Et vous le voyez, les amis, aujourd'hui, on a un invité très spécial. Puisque du coup, on reçoit Manu Longeon. Bonsoir Manu. Salut. Comment tu vas? Tu vas bien de retour sur Twitch? Ouais, spécialement pour vous. Spécialement pour vous. Ça fait plaisir de t'avoir. En tout cas, ça faisait Manu, du coup, ça faisait quelques temps qu'on avait déjà parlé. Voilà, ça fait vraiment plaisir de t'avoir avec nous. Et du coup, les gars, ce soir, au programme, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler Ligue 1. On va venir un petit peu sur les matchs les plus marquants du week-end. Donc on viendra pas sur Nîmes. Et et puis après, on parlera un petit peu Ligue des Champions, puisque bon, vous le savez très bien, demain, Marseille va à Porto. Et puis après, il y a Paris, du coup, qui joue Leipzig. Et il y a le dernier match, c'était Rennes qui joue Chelsea. Chelsea, ouais. Trop fort. Bon, tout d'abord, les amis, quel a été le match qui vous a le plus marqué de ce week-end? Et je dis pas ça de manière à ce que Nando nous parle de Bordeaux. Vas-y. C'est moi qui dois commencer. On commence par le pire, vas-y. Le match qui m'a le plus marqué, alors ça dépend dans quel sens. Qui m'a le plus marqué physiquement, c'est évidemment le match de Bordeaux. Après, niveau foot, plutôt Lille-Lyon, on va dire. Ok. Toi Manu, t'as regardé quoi ce week-end? J'en ai regardé pas mal. J'ai regardé Saint-Étienne-Montpellier hier après-midi. J'ai regardé Lille-Lyon. J'ai regardé aussi le multiplex à 15h et j'ai regardé Monaco contre je sais plus quelle équipe de CFA2, c'était en Coupe de France. C'est presque ça. Et toi, Sofiane, qu'est-ce que t'as regardé du coup? Lille-Lyon. Et on a vu du foot. Ça faisait longtemps, Ligue 1. Ah, bah tu vois. Et moi, pareil, un peu comme Manu, j'ai regardé un peu tous les matchs. Et du coup, je vais commencer. Donc, bon, Manu, c'est le secret de personne. Toi, t'es fan de Montpellier. Oui. Donc voilà. Donc, on va commencer par le match de Montpellier, du coup, à Saint-Étienne. Et je vais te demander ton ressenti du match. Qu'est-ce que t'en as pensé? Déjà, une victoire à l'extérieur du MHSC, c'est suffisamment rare pour être souligné, parce que la dernière, ça remontait à Amiens. Donc, il y a très longtemps. L'année dernière, Montpellier, je crois que sur les 27 ou 28 journées, ils n'en gagnent pas un sur la saison dernière. Et donc là, ils gagnent à Saint-Étienne. Gagner à Saint-Étienne, c'est jamais neutre, même si ce Saint-Étienne-là n'est pas le Saint-Étienne d'il y a quelques années. Après, Montpellier, c'était un match où Saint-Étienne était très très faible, mais Montpellier jouait quand même sans Homelin, sans Hilton, sans Souquet, sans Savanier. Donc c'était bien d'aller faire un résultat à Saint-Étienne, quoi qu'il arrive. Et puis avec une disposition tactique qui était assez inhabituelle, puisqu'ils ont joué à 4 derrière. Quand Hilton joue, c'est difficile de jouer à seulement 2 dans l'axe. Et Montpellier est connu pour son 3-5-2, mais là, ils ont joué à 4 derrière et c'était plutôt intéressant. Oui. Non, je crois que ça... non, je crois que ça buguait. Moi, je voulais seulement demander à Manu, par rapport à Montpellier, tu penses quoi de leur début de saison? Les derniers matchs n'étaient pas terribles. D'habitude, Montpellier, c'est fort et dominant à domicile, avec un gros pressing et beaucoup d'énergie, et en difficulté à l'extérieur. Là, à domicile, tu perds le derby à huis clos contre Nîmes, et derrière, tu perds contre Reims, dans un match qui est très particulier, puisqu'ils sont à 9 à la mi-temps, il y a 3-0. Donc c'est pas terrible. Maintenant, la victoire à l'extérieur contre Saint-Étienne te remet dans le bon trend et t'es dans la première partie de tableau, qui est la place de Montpellier. Après, c'est quand même Saint-Étienne,
ça fait un peu peur. C'est la pire série en Ligue 1. Là. Ils sont sur 5 défaites consécutives. Et ils sont là-dessus. Et derrière, Nando, je me permets, tu as Lyon dimanche. Après, tu vas à Brest et tu reçois Lille. Mhm. Ouais, voilà. Donc, tu peux faire 0 ou 1 point sur les 3 prochains matchs. Ouais, et puis, c'est donc plus mauvaise série. Avant, c'était juste avant la défaite, c'était un nul à Nantes, il me semble. Et la dernière victoire à Marseille le 17 septembre. C'est pour. Je sais pas, moi, j'ai un avis assez neutre sur Puel, mais force est de constater que pour l'instant, ça ne marche pas ce qu'il propose. C'est-à-dire que c'est un peu compliqué. Alors là, sur le dernier match, j'ai pas vu le match, j'ai juste vu la compo. Enfin, j'ai vu 5 minutes ou 10 minutes du match. J'ai vu il a, alors peut-être forcé, il a réintégré des caseries, des mecs comme ça. Mais on aurait dit un peu pour tenter un truc. Mais moi, je sais pas, j'ai rien contre le fait d'intégrer les jeunes. Je trouve que c'est très bien. Mais tu fais pas un championnat avec que des jeunes. Et je trouve que c'est un peu un des soucis de Saint-Étienne. C'est-à-dire que voilà, c'est pour la continuité, c'est assez difficile. Au début, c'est parti tout feu, tout flamme. Et là, ça coince. Et ça manque de. Alors, je sais pas, je suis pas dans le vestiaire. Je sais pas si toi, tu as plus d'écho. Mais je veux dire, c'est compliqué. Tu te dis le ressort, il est cassé quelque part. Tu as l'impression qu'il y a 2 clans, en fait, dans le vestiaire. Et ça se voit sur le terrain, quoi. Si je devais donner mon avis du coup sur ce Saint-Étienne, et en fait, je suis pas d'accord sur le fait de taper sur Puel comme ça, parce que moi je trouve que quand même il a pas forcément un effectif de fou furieux. Tout ce qui est les gars qui sont censés apporter de l'expérience comme Mouabi Kazri, malheureusement ça se passe pas comme il faut. D'un autre côté, Debuchy ne joue pas, enfin il est blessé. Du coup, enfin, tu vois, il n'y a même pas de profondeur dans le banc. Hier par contre, hier non, c'était hier. Par contre, pour moi, il fait 2 énormes bêtises, c'est qu'il met pas Aouchiche ni Bouanga dès le début du match. J'ai pas trop compris pourquoi, tu vois. Mais je trouve qu'il a pas de profondeur de banc et on peut pas lui en vouloir. Enfin, t'as vu qu'il Alors, sait je ne suis pas du tout d'accord avec toi, Léandro, parce que ce que tu viens de dire, pour moi, va dans le sens de ce que je pense, c'est-à-dire que est-ce qu'il a un gros effectif? Pas du tout. Est-ce qu'il doit jongler avec des jeunes, des suspendus, des blessés? Oui. Maintenant, quand tu es capable de te priver de Boudbouz, de Kazri, d'Aouchiche, de Bouanga et de Ruffier, puisqu'à un moment, il faudra en parler, tu peux pas me dire derrière que tu n'as pas l'effectif pour. Parce que dis-moi, sur ces 5 joueurs, lequel n'a pas sa place dans cette équipe-là? Après, pour des raisons extrasportives, on va mettre le côté Ruffier de côté, comme ça, c'est fait. De ne pas faire jouer Bouanga, ça a déjà été le cas, tu te souviens, il y a 2 matchs. Et puis après, il a été retitulaire à Metz, où ça ne s'est pas très bien passé. Sauf que, qui est ton joueur dominant devant? Cette année, il y a Amouma qui est pas mal, mais celui qui marque des buts et qui fait des décalages, c'est Bouanga. À partir du moment où tu fais pas jouer Aouchiche, qui est ta recrue phare, que tu mets Bouanga remplaçant, que tu te dis que Kazri, tu l'as mis à la cave, là tu le remets, il revient de suspension, etc., et que tu fais pas jouer le petit Aouchiche, tu peux pas me dire derrière que tu es court en effectif, parce que tu fais des vrais choix qui se défendent, d'accord? C'est des vrais choix qui se défendent, mais ça, c'est antinomique avec le fait de ne pas avoir d'effectif. Non, mais tu vois, c'est ce que je disais, tu vois, moi, c'est la seule incompréhension que j'ai, c'est sur le pourquoi. D'ailleurs, en plus, Bouanga, il devait partir, au final, il reste, donc je comprends pas qu'il joue pas aussi, tu vois. Surtout que, franchement, Bouanga, quand il joue bien, pour moi, il ferait partie d'un top 5 en France, ça me gênerait pas, tu vois. Enfin, je le verrais bien dans un bon club, mais du coup, je comprends pas. Et je trouve ça inquiétant, tu vois, en plus, comme tu as dit, les 3 prochains matchs. C'est possiblement 3 défaites ou peut-être un nul par-ci par-là, mais c'est carrément pas rassurant, quoi. Après, ils n'ont pas eu de chance sur le match, par exemple, ils te prennent des buts un peu casquettes, mais ça, pour moi, ça fait partie des événements, des choses qui arrivent. Mais moi, ce qui me gêne le plus à Saint-Étienne, moi, je m'en fous, je suis pas supporter de Saint-Étienne, donc ce qui se passe là-bas m'importe assez peu.
Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu es dans le discours en disant on n'a pas de chance, sitôt que les autres tirent, ils marquent un but, si tu te réfugies derrière des excuses, parce que le match hier contre Montpellier, avant de marquer, ils ont 2 grosses occasions. Teinté, sur les 2 derniers matchs, ils ont 0 tir cadré. Donc après, de me dire, ouais, les autres, sitôt qu'ils tirent, ils marquent, 1, c'est pas vrai, et 2, ça t'empêche pas, toi, de marquer. Ouais, mais si tu frappes pas, tu peux pas marquer, quoi. Donc, tu cadres pas déjà. D'ailleurs, dans le chat, on nous dit, Sens Tactique, il nous dit le départ de Fofana fait mal et la blessure de Macon, excusez-moi, attends pour moi. Oui, ça par contre, c'est très intéressant parce que sur Fofana, il faisait un super début de saison. Bon, il est parti à Leicester et c'est vrai que c'était l'axe. Il faisait énormément de bien dans l'axe, que ça soit défensivement et aussi sur la sortie du ballon. Maintenant, tu l'as vendu 40 bars. Et pour Masson, il faisait un bon début de saison, mais là encore, pour moi, c'est un peu une excuse parce que Masson, il a combien 7 ou 8 matchs pro. Donc oui, c'est vrai qu'il a fait un bon match à Marseille, qu'il a fait un bon match à Nantes et qu'il s'est blessé après. Maintenant, si tu me dis que l'absence de Masson, qui était un de tes cadres au bout de 7 ou 8 matchs, gêne complètement ton dispositif, je suis pas d'accord. Non mais je suis totalement d'accord. Hein. Mais le problème en plus, tu vois, c'est que derrière cette vente de Fofana, il n'y a pas eu d'apport, tu vois, dans l'effectif. Il n'y a pas eu de joueur qui a été... Ouais, mais voilà, tu vois. Il n'y a pas... Je sais pas. C'est un peu compliqué. Moi, je sais pas où c'est que vous voyez finir Saint-Etienne. Mais moi, déjà, en début de saison, je prévoyais une saison compliquée pour Saint-Etienne, mais... Là, ça commence à devenir très, très, très compliqué. Et... pour moi, Saint-Etienne, ça va finir... déjà, je ne suis pas sûr que ça reste dans l'état, mais ça va finir entre, je dirais, la 13e et la 16e place. Ouais. C'est le niveau de Saint-Etienne cette année. Ah ouais, mais moi aussi, je pense qu'ils vont se battre pour ne pas aller au barrage. Après, ça dépend. Après, on ne sait pas quels sont les objectifs aussi. Hein. C'est-à-dire que là, le fait d'avoir vendu Fofana, ça a permis aussi de faire rentrer des sous dans le club, au club, et le club en avait sacrément besoin à Saint-Étienne. C'est des clubs autant à l'agonie que des clubs comme les Girondins de Bordeaux. Et donc, est-ce qu'on lui a pas dit, mais voilà, on vend ça, l'autre, je pense qu'il n'a pas dû être content, je veux dire, Puel, et qu'après on lui dit, écoute, l'objectif c'est, voilà, ventre mou ou maintien, tu fais avec les jeunes, et puis on voit ce que ça fait, et peut-être qu'ils vont revendre, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a autant de jeunes qui jouent, c'est peut-être pour essayer d'en revendre un encore, et essayer de gratter 10 millions comme ça en fin de saison, et ça ne peut être qu'une année transitoire pour Saint-Étienne, vu tout ce qui se passe. Et un gars comme Puel, bon, il a déjà montré par le passé que c'est un bâtisseur, mais le problème de Saint-Étienne, je dis que c'est comme à Bordeaux, c'est le bâtir sur des fondations pourries, ça fait rarement une jolie maison, quoi. Après, c'est moins grave que Bordeaux à Saint-Étienne. Parce qu'à Saint-Étienne, tu as les cadres vont tous partir petit à petit, mais tu as des jeunes qui ont gagné la Gambardella et que petit à petit, qui jouent et qui découvrent la Ligue 1 et qui ont quelques qualités. Par exemple, le petit Masson dont on parlait tout à l'heure, tu en as d'autres qui jouent et qui vont, le petit Rivera, Ben Kedim, qui était titulaire hier, etc. Ils vont découvrir la Ligue 1. Donc, en fait, tu as quand même quelque chose, des bases sur lesquelles tu peux travailler. Et de ce côté-là, je suis d'accord avec toi, Puel est vraiment le mec qu'il te faut pour ça. Ce qui n'est pas le cas de Bordeaux, parce que Bordeaux, tu es vraiment sur des cendres et que les seuls actifs de ton équipe sont des trentenaires à salaire important, sur lesquels tu ne vas pas faire d'argent. Après, c'est la différence avec... Je suis d'accord, sur les actifs, tout à fait d'accord. Après, il y a des bons jeunes aussi, mais ce ne sont pas des jeunes qui ont assez goûté à la Ligue 1 pour... mais bon, de toute façon, ça va être compliqué. Mais je parlais surtout des fondations, puis après du problème financier, quoi. Mais bon, écoute, on va voir. Et après,
Après, sinon, qu'est-ce que vous avez pensé des autres matchs? Est-ce que vous avez vu d'autres matchs? Là, je voulais vous poser une question, parce que du coup, il y a des questions très intéressantes, et il y a Black Phantom du 06 qui dit: vous voyez qui gagner ce dimanche dans le derby Nice-Monaco? Et puis juste avant, il nous avait demandé ce qu'on pensait de la saison de Nice pour l'instant. Et puis voilà. Et puis après, je vais amener du coup au match. Il y a d'autres questions, je crois, même à la rigueur. Sofiane, tu en as relevé quelques-unes là ou non? Oui, pour Sainté, il y a Andeva64 qui me dit: Sainté, j'ai vu le match, c'est compliqué. Est-ce que Puel ne va pas trop vite à lancer tous ces jeunes? Je dirais pas qu'il va trop vite. Il va pas trop vite à lancer des jeunes parce qu'il a toujours fait ça. Le problème qu'il y a à Sainté, c'est que tu ne peux pas, et c'est totalement illusoire ou utopiste de penser que tu peux arriver mettre que des gamins contre 17 et 21 ans qui ne connaissent pas la Ligue 1 et gagner et progresser. C'est pas possible. Enfin, ça me semble en tout cas impossible. Et le problème, c'est que si tu regardes les cadres, concrètement, il s'est fâché avec tous. Où ils sont partis, où il a eu à un moment, que ça soit Kolodiesak, parce que on parle pas du cas de Ruffier, c'est différent, mais Kolodiesak, si tu te souviens, la saison d'avant avec Gasset, il est dans l'équipe type de Ligue 1 en latéral gauche. Il y a un début de saison qui est compliqué avec Ghislain Printemps, alors qu'il est transféré définitivement. Et derrière, il arrive prêté avec une obligation d'achat, pardon. Et jusqu'au mois de novembre, il joue pas. Parce qu'avec Puel, qu'il a connu pourtant avant, et notamment à Nice, etc., et Lyon, ça se passe pas bien. Mais il se fâche. Après, il se braque avec d'autres cadres. Mais quand je dis ça, je te dis pas que c'est de la faute de Puel, hein. Je te dis juste que factuellement, il s'est braqué. Et qu'aujourd'hui, tu as qui comme cadre? Jesse Moulin, il découvre la Ligue 1. Donc ça peut être un cadre dans le vestiaire, ça peut être un cadre qui t'aide, mais pas d'un point de vue sportif. Il n'a pas les références pour ça. T'as qui comme cadre? À part Amouma. Romain Amouma, qui fait un bon début de saison, mais qui a des soucis de blessure. Il te reste, tu as raison, Romain Amouma, Mathieu Debuchy quand il joue. C'est faible quand même, sur un groupe de 16-18. Compliqué pour Saint-Etienne, c'est vrai. Ouais, après, dans le chat, on nous dit aussi, alors attends. Pour Montpellier, il y a Sens Tactique qui nous dit concernant Montpellier, qu'est-ce qui leur manque pour accrocher l'Europe parce que le projet est cohérent? Exactement. C'est-à-dire que tu parles de projets que ça soit, on parlait de Saint-Étienne et de Bordeaux, qui ne sont pas les projets les plus stables actuellement. Montpellier est un projet extrêmement stable. Chaque année, tu progresses. Si tu regardes, alors tu es parti d'une façon de jouer un peu caricaturale avec Berzakarian, mais qui était hyper solide défensivement, dans la lutte, dans le combat. Mais après, l'année suivante, tu as fait Roussillon, Aguilar en 3-5-2. À domicile, tu jouais super bien. Tu as vendu des joueurs et tu les vends bien. Et petit à petit, tu te renforces parce qu'offensivement, tu regardes, si tu prends les milieux et les attaquants, Montpellier a des joueurs de la qualité de Savanier, de Ferry, le petit Chotard qui est bon. Devant, tu as Delors, Laborde, Mavididi. C'est pas tout le monde qui a ça, tu vois. Delors, Laborde, Mavididi, il y a que 3-4 équipes en France qui ont des choses supérieures. Ouais, Florian Mollet aussi. Ce qui leur manque, moi j'ai envie de te dire, le problème là, c'est que il leur manque des résultats à l'extérieur. Parce que l'année dernière, c'était la meilleure équipe à domicile et une des plus mauvaises à l'extérieur. Il te manque une régularité à l'extérieur pour finir dans le top 5, qui est juste la marche qui te manque. Parce que Montpellier, c'est 7e, 6e. Il te manque juste cette marche-là. Mais il n'y a pas un Bordeaux-Montpellier qui se profile dans... C'est dimanche. Samedi 17h. C'est samedi à 17h que Montpellier va gagner à Bordeaux. Bon, alors, je peux t'annoncer, même si on est nul, on va pas perdre contre Montpellier. Je suis quasi sûr. Si t'es nul, tu vas perdre contre Montpellier parce que Montpellier n'est pas nul. Non, mais je sens que, tu sais, sur un malentendu, là, nous, c'est ça. C'est possible.
C'est une victoire, une défaite, une victoire, une défaite. Pour l'instant, on est à 3 victoires, 3 nuls, 3 défaites. 12 points. Tu vois, tu calcules sur ce rythme-là, ça fait du 46-50 points en fin de saison. Voilà, ça va faire du ventre mou. Voilà, moi je pense pas qu'on descendra, mais bon, vu qu'on me lance sur Bordeaux, c'était cataclysmique le match. En fait, c'est surtout à partir du penalty. Alors je dis pas qu'avant c'était fabuleux, mais ça s'est équilibré. Et à partir du penalty, on s'est totalement effondré. 3 buts en 3 minutes, plus personne. Plus d'état d'esprit, plus rien. C'est ça qui fait peur, quoi, en fait. Alors, Gasset s'est un peu trompé sur la compo aussi, mais on va dire que voilà, moi je suis pas fan de Ben Arfa en position de 9 tout seul devant. Tout seul. Mais il a essayé. Il l'avait pas fait une autre fois. Là, il a essayé. Bon, ça sera pas à refaire, mais il y avait de quoi faire un match parce que je veux dire. Monaco, offensivement, c'est comme la défaite le 4-1 à Lyon. Jamais ils doivent prendre 4-1 contre Lyon dans le contenu du match. C'est Lyon qui est réaliste en jouant du hurrah football, en lançant des flèches devant et voilà. Là, Monaco devant, ça combine bien. C'est pareil. T'as quand même Voland, Ben Yedder qui est en masterclass. Ben Yedder, tu te demandes encore à chaque fois qu'est-ce qui branle à Monaco. Dans ce Monaco-là, je veux dire, franchement, moi je serais à sa place, je sais pas tu vois, il a connu, bon c'est vrai, il a connu Toulouse. J'allais te dire mais à Séville c'était une ambiance, un truc, et tu repars à Monaco, bon, je sais pas, moi je sais pas ce qu'il est parti faire un peu dans cette galère parce que moi ça me fait de la peine pour Wissam, mais en tout cas, offensivement c'est au point, c'est bon, et c'était juste très naïf défensivement. Donc là, il y a tout le monde qui a encensé Monaco. On n'a rien pu juger du caractère défensif de Monaco vu que nous, on n'a rien produit. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que voilà. Nous, on est des moins que rien sur ce match-là, dans l'envie, dans rien. Je ne sais même pas si vous avez vu, mais en plus, il y a une petite polémique, c'est qu'il y a Aurélien Tchouameni qui, sur Insta, a mis super la victoire et tout ça, et tu as 5 abrutis de notre équipe qui ont liké la photo. Voilà. Alors on sait que c'est très con les likes, mais là c'était pas en train de, il n'était pas juste en train de, là il met superbe victoire et il est comme ça avec tous les monégasques, et là t'as alors t'en as quelques-uns qui ont viré leur like entre temps, mais voilà, t'as des Houdin, bon après c'était le gardien remplaçant, Poussin, mais il y a Kalou, tout ça qui ont liké la photo. Donc non, mais je veux dire, et là a priori, et en plus il y a pour tout arranger, le magnifique automne bordelais, a priori, il y aurait aussi en interne, en administratif, un plan de licenciement. Là. Donc, tout va bien au club. Mais bon, voilà. Mais bon, c'est vrai qu'il vaut mieux licencier et c'est vrai que faire des logos. J'espère qu'ils vont sortir un autre logo encore. Un truc comme ça à 2 millions d'euros. Mais bref. T'es heureux. Non, mais je sais pas si vous avez regardé le match, que vous en avez pensé. Moi, tu vois, genre. Le 4-0, il est sévère. Il est sévère sur la physionomie. On doit perdre 1000 fois. Je veux dire, on vient pas avec des intentions pour gagner, à la rigueur, pour faire mais bon. Ouais, vas-y. Non, moi, j'ai trouvé. Il y a beaucoup de monde qui a encensé Monaco et tout après le match. Moi, franchement, je serais pas si fier déjà Enfin, tu vois, je ferais pas autant la fête après avoir battu Bordeaux, malgré que nous, on soit fait torpiller chez vous la semaine dernière. Bref, mais tu vois, c'est pas forcément une top équipe cette année en Ligue 1. De plus, les 3 buts enchaînés en 3 minutes, c'est vraiment genre, c'était du jamais vu, quoi. C'était vraiment n'importe quoi. L'équipe de Bordeaux, après s'être pris le premier but juste avant la mi-temps, en fait, ils se sont déconnectés. Mais alors, déconnectés du match, moi j'ai trouvé catastrophique le Basile, j'ai trouvé pas bon Adli. Ben Arfa devant, comme tu as dit, tu vois, malheureusement, déjà de une, c'est pas son poste, de deux, il n'a pas forcément les capacités pour tout seul. Et une fois de plus, je comprends pas, tu vois, qu'avec une équipe où tu as Josh Maja sur le banc, tu fais rentrer Jimmy Briand.
T'as un gars qui va courir, qui va dépasser les défenses et qui souvent, dès qu'il rentre, Josh Maja, c'est un mec qui marque souvent dès qu'il sort du banc, tu vois. Mais moi, j'ai cru à un moment donné, mais qu'il l'a mené à Monaco pour lui faire passer la frontière italienne ou comme ça, pour qu'il aille en série B ou comme ça, mais non, parce qu'il maintenant qu'il a passé le cap des 100. Non, mais bon, c'est un épiphénomène brillant. Je veux dire, avec l'effectif, on n'a pas une équipe monstrueuse, mais on n'a pas une équipe dégueulasse non plus. Et si tu veux, on doit être. Moi, je t'ai dit, l'effectif pour moi, si on trouve l'équilibre, j'ai toujours dit, si on fait une méga saison, c'est 7e. Si on fait une saison pourrie, moyenne, c'est 10e. Voilà, entre 7 et 10. Mais... moi, je pense que c'est moins que ça, Nando. Ouais, oui. Je pense que le résultat, je dis pas ça pour les Nîmois, mais je pense que le résultat est souvent un leurre. Tu as la bande-annonce du match, mais tu n'as pas le match. Parce que si tu regardes le match Bordeaux-Nîmes, tu le gagnes. Mais tu le gagnes sur ce penalty-là. S'il n'y a pas le penalty, tu as de grandes chances de finir à 0-0. Et un penalty n'est pas un truc extravagant s'il ne le siffle pas, tu vois. Mais en tout cas, si tu marques pas ce penalty-là, tu penses que tu finis à 0-0. Tu parlais de Lyon, Monaco. Là aussi, le résultat est un leurre. Parce que si tu regardes le match, à la mi-temps, j'ai jamais vu ça. Statistique de possession de Lyon à domicile, 26%. 3 tirs, 3 buts. C'est les stats à la mi-temps. Donc, si tu veux construire là-dessus, c'est n'importe quoi. Me dis pas que c'est chercher d'avoir 26% de possession et 3 tirs, 3 buts. Ce qui est dingue, par exemple, sur Monaco, c'est que offensivement, tu as raison. Ce qu'ils font à Lyon, c'est plutôt coordonné. Par contre, le problème, c'est que tu as 2 équipes. Enfin, plutôt, tu n'en as qu'une. Tu as celle qui attaque. Tu n'avais pas d'équipe qui défendait. Je veux dire, tactiquement, un pressing au milieu du terrain, quand tu as des Depay, quand tu as des Toko Kambi, c'est limite risible. D'ailleurs, il a un peu corrigé le tir hier, mais c'est pour ça que je te dis, Bordeaux, quand tu fais le bilan, faut pas oublier que à Angers, tu gagnes, c'est mérité. Contre Nîmes, pour moi, tu ne mérites pas de gagner. Contre Nîmes, j'ai vu le match. Il y a match nul. Je me souviens d'un bel arrêt de Benoît sur une Costil, sur une frappe contrée. Baptiste fait le taf, Baptiste René aussi. Donc c'est pour ça que je te dis que pour moi, Bordeaux, c'est entre la 12e et la 16e place. Mais... D'ailleurs, justement, Dar, pour en revenir par rapport à Bordeaux, dans le chat, on nous dit beaucoup, il y a eu beaucoup de réactions par rapport à Bordeaux. Par exemple, la Puge 33 qui nous dit, blague à part, Nando, on peut tout à fait descendre. Je pense qu'il faut arrêter de croire que ce n'est pas possible. Tous les ingrédients sont là pour que ce soit possible. Non, ensuite, tous les ingrédients ne sont pas là parce que tu as Dijon. Donc déjà, ça veut dire que tu n'en as qu'un autre qui va descendre. Et je ne te cache pas qu'il y a des gens pour qui je suis plus inquiet que Bordeaux. Mais pour moi, Bordeaux, c'est… là où je suis d'accord, c'est que si la saison est réussie, c'est entre 8 et 10. Mais le niveau de Bordeaux, c'est plus entre 10 et 14. Et moi, je les vois bien finir entre 12 et 16. Parce que tu ne vas pas te renforcer. Non, mais je veux dire, ce que je veux te dire en termes, là, quand tu auras le classement, je suis d'accord en termes de production, mais c'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'on est dégueulasse depuis le début de saison, on a 12 points, en étant dégueulasse. C'est-à-dire qu'on est à 3 points de l'OM qui est 5e. Par exemple, où tu vois, les autres, c'est un peu plus loin déjà, ça s'est décroché, Nice a 17 points, mais tu t'imagines en étant nul. Donc je dis juste, si on arrive à tenir comme ça jusqu'à la trêve, si on arrive à prendre quelques points quand même, et que par miracle, on puisse faire quelques ajustements, qui passeraient par des ventes, mais il y a des mecs qu'on peut vendre, mais en courant chez nous, enfin vendre, qu'on pourrait, mais est-ce que les gens en voudraient? C'est pas certain. Mais je veux dire, voilà. Je pense que l'atmosphère ambiante autour des Girondins de Bordeaux, je trouve que le groupe, l'année dernière, par rapport à tous les conflits qu'il y avait eu, avait plutôt bien réagi. En début de saison, par rapport encore à une tension entre Sousa et le directoire, a plutôt bien réagi. Et moi, j'ai peur qu'à un moment, au niveau du groupe, l'atmosphère ambiante pèse aussi. Parce que là, finalement, c'est presque pas plus mal de jouer à huis clos.
Tu vois? Parce que vu les productions, tu n'es pas à l'abri de te faire siffler ou de te faire secouer un peu. Ou d'avoir les ultras au stade, hein. Enfin, à l'entraînement, voyant. Hein. Mais des fois, tu te demandes si c'est pas de ça dont ils ont besoin, parce que tu as l'impression que le fait de jouer à huis clos, que voilà, ils sont à l'entraînement tout le temps. À l'entraînement. Bordeaux, tu as un projet qui s'appuie sur tes meilleurs joueurs sont des trentenaires. Costil, Koscielny, Ben Arfa. Tu as des mecs comme Pablo et Depréville, si je te dis pas de bêtises, fin de contrat. C'est-à-dire que si tu prends Costil, qui est bon, hein, mais il a encore 2 ans, 1 an ou 2 ans de contrat, je crois. Derrière, est-ce que tu as un mec qui pousse? Bon, Poussin. Mais je ne crois pas qu'il soit. Il n'a pas forcément le niveau de Ligue 1. Derrière, tu mets Koscielny, qui est bon. À côté de lui, est-ce que tu as un jeune qui pousse? Non. Tu as Pablo, Beiss ou Mecher à la limite. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce projet-là. Il y a Jovanovic aussi, mais bon, le problème, c'est qu'il n'est pas du tout dans les papiers. C'est pareil. C'est comme. Ce que je veux te dire, c'est que tu n'as pas de cohérence entre moi, le côté des trentenaires qui sont bons en plus et qui peuvent t'amener à progresser, ce qui manque à Saint-Étienne, par exemple. Eh ben, à Bordeaux, les a, ces trentenaires-là. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas les jeunes qui poussent. Donc, c'est pour ça que moi, je suis inquiet sur Bordeaux, parce que tu as un mec qui ne met pas d'argent, tu as un actionnaire avec lequel c'est compliqué et tu n'as pas d'actifs. Donc, cette année, tu vas t'en sortir, mais par exemple, l'année prochaine, tu fais comment? Déjà, il va falloir cibler un peu parce que je te dis, tu as parlé de Mecher, mais Mecher, voilà, on me dit, il y en a qui te parlent de Koscielny, le transfert, ce que tu veux, qu'il a signé 4 ans, mais je dis, mais Koscielny, mais heureusement, je veux dire, et si on a été capable de lui filer autant, je dis, mais tant mieux. Un mec, par contre, qui a signé 4 ans et pour un salaire énorme aussi, et qui, pour le coup, n'amène rien, c'est Mecher, justement. Mecher, ça fait peur, quoi. Mecher, ça fait vraiment peur. Et ces gars-là, moi, je comprends même pas comment la direction et tout ça ne lui laisse pas une bonne sortie gratos. Je veux dire. Il était en discussion pour aller au Qatar, là. Ah ben voilà, parce que putain, ce mec-là. C'est un des deux. Ouais, parce que je crois qu'il est marge à 150 000 ou un truc comme ça par mois. Ces eaux-là, ouais. Et il a un contrat de 4 ans, il a signé 4 ans. À 34 ans, il a signé 3. Il lui reste 3, mais je crois qu'il a signé à 34 pour 4 ans, tu t'imagines? Avec un salaire comme ça, enfin, ils sont fous. Je crois que c'était 3, Nando. Ah ouais, bon. Okay. On a pas mal de réactions sur le chat. On en a eu une très très bonne de Monsieur Papa X3 qui dit: n'oubliez pas que Gasset a pris Saint-Étienne en main. Non, n'oubliez pas que quand Gasset a pris Saint-Étienne en main, il a fallu que les dirigeants fassent un prêt de 20 millions. Entre parenthèses, que Saint-Étienne paye très cher encore aujourd'hui. Mais à Bordeaux, mis à part Ben Arfa qui a joué 3 matchs en 3 ans, qui est arrivé? Gasset est un très bon meneur d'hommes, mais il lui faut de ses hommes. Ce n'est pas un magicien. On a après d'autres réactions qui sont du coup de la part de Puche qui nous dit moi je crains qu'on se voile un peu la face, les amis. Dijon et les autres qu'on envoie déjà en Ligue 2 vont se battre. Il faut pas croire. Et ces clubs-là ont l'habitude de se battre pour leur maintien. Et on a pas mal de monde qui parle. On nous dit Jovanovic fin de contrat. On nous parle pas mal de Dijon aussi. On nous dit est-ce que c'est pas Jobard qui est nul? Attention à Bordeaux, attention à Bordeaux. Moi, je suis pas sûr, pareil. Ouais. Moi, par rapport au projet de Gasset, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec le projet de Saint-Étienne. Gasset, quand il est arrivé après Julien Sablé, il a fait Debuchy, il a fait Subotic, il a fait Envilla, il a fait, tu vois, il a investi et sur du lourd, ce qu'il ne peut pas faire à Bordeaux. Par contre, ça m'amuse parce que ce discours de dire Gasset avec il a fait faire un emprunt de 20 millions et que du coup Puel le reconstruirait sur des cendres. Je sais que c'est le discours d'usage, c'est le discours d'ailleurs de Claude Puel, mais sauf que Gasset, il a fini 5e, je crois, ou 4e ou 5e. Donc en fait, il a rapporté plus de 8 millions de droits télé. Donc en fait, même si tu avais fait un prêt de 20 millions, tu n'étais pas si mal. Et tu avais des actifs qui étaient pas mal parce que tu vends Saliba 30. Donc Gasset, c'était pas ça le souci. Le souci, c'était plus les salaires et qu'il fallait performer pour amortir. À partir du moment où tu ne performais pas, c'était compliqué. Maintenant, ce n'est pas Gasset qui a terminé 17e l'année dernière. Les droits télé entre la 5e et la 17e place, c'est le manque à gagner que tu as.
En gros, c'est ça. Et c'est pour ça que si tu veux, moi, un jour, il faudra avoir un vrai débat, parce que c'est sur des méthodes. Pour vous dire comment est appelé Jean-Louis Gasset à Saint-Étienne, on disait que c'était le Club Med à l'époque, quand il y était. Parce que les mecs s'entraînaient pas assez, etc. Maintenant, qu'est-ce qui vaut mieux? Avoir des mecs, des cadres que tu gères sur l'affect, à des gros salaires aussi, que tu gères sur l'affect et qui sont bons, parce qu'Mvila, Colodiezac, Cazerie, Ruffier, Sougasset, ils étaient tous bons. Ou un mec qui est plus dans l'affrontement, qui est pas dans l'affect, mais avec lesquels tu n'es pas bon. C'est une vraie question à se poser. C'est vrai que... Et après, sinon, par rapport au match d'hier, comme il est déjà 21h15, au match Lille-Lyon, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de ce résultat? Bon, toi déjà, Manu. Je trouve que déjà, Lille, c'est solide. Semaine après semaine, c'est toujours solide. Il ne faut pas oublier que Lille joue la Coupe d'Europe dans la semaine. Donc, et en plus, était mené 2-0 et revenu contre le Celtic. Et la joue est pas mal. Parce qu'au bout de 2 matchs, ils sont une victoire, un match nul. Ce n'est pas le cas de toutes les équipes françaises. Donc, ils s'en sortent bien. Et moi, je trouve que c'est solide. Vas-y. Non, parce que la tradition ici, quand quelqu'un s'abonne, eh ben, je lui offre un cœur. Donc, merci à Yeezy Max. Bienvenue à toi. Ah, Yeezy Max, il était chez moi, lui, avant. Il a bien fait de venir. Tu lui as envoyé un cœur, au moins? Et donc, ce que je te dis, c'est que Lille, c'est solide. Lyon, tu sais, Lyon, tu parles d'effectifs. C'est quand même un club qui se permet d'avoir Cacré, Guimarães, Cherki sur le banc. C'est dingue. C'est dingue parce que en termes de jeu, Paqueta a fait son match. Thiago Mendes, tu peux dire, il a fait son match, mais t'imagines que tu t'offres et même Dembélé, tu t'offres le luxe de te passer de ces joueurs-là. Et c'est étonnant parce que moi, j'ai l'impression que Cacré et Guimarães, ils sont mieux sur le terrain que sur le banc. J'ai l'impression que Cherki, tu pourras pas dire si dans 1 an ou 2, il se barre. Non, mais dès le début, on lui a laissé sa chance parce que c'est étonnant ce qu'ils doivent faire les Lyonnais pour jouer. C'est-à-dire que tu fais jouer un mec parce qu'il vaut 25 millions. Je l'entends économiquement. Mais par contre, je n'entends pas que tu fasses pas jouer un mec comme Cacré, Guimarães, par exemple, au milieu. Oui, c'est étonnant. Et puis que Lyon, d'avoir cet effectif-là, c'est-à-dire au milieu, d'avoir à choisir entre Thiago Mendes, Paqueta, Cacré, Guimarães, Jean-Lucas, voilà, tout ça que tu dois choisir parmi ces mecs-là et qu'en latéral, tu joues avec Cornet Dubois, ça veut dire qu'au niveau de l'effectif, tu as un déséquilibre qui est dingue. Et même que dans l'axe, tu sois obligé de jouer avec Marcelo Diakité, je crois. Ça veut dire que l'effectif est vraiment déséquilibré. Mais le truc est pas à son niveau pour moi. Le truc qui est terrible avec le Lyon de Rudy Garcia, et les gens qui s'arrêtent au résultat, tu te dis Garcia, c'est un génie. C'est-à-dire que tu regardes ce qu'il a fait contre Monaco, 4-1. Tu regardes, si tu regardes le résultat, tu regardes ce qu'il a fait là contre Lille. Ça peut paraître un coup de génie. Il sort à War suite au carton rouge, il sort à War pour rentrer Belhamri. Belhamri, je ne sais jamais dans quel sens. Belhamri. Voilà. Et donc, voilà. Et moi, personnellement, je trouve que c'est un choix qui est à chier ce qu'il a fait là. C'est-à-dire que pas de faire rentrer Belhamri, c'est de sortir à War. C'est-à-dire que je pensais qu'il allait sortir un de ses attaquants. Tu vois, et à choisir Kadewere ou Toko Ekambi, un des deux, tu te dis, parce que l'autre, il te sort celui qui donne tous les ballons à ses attaquants, c'est le seul un des seuls qui peut être cette rampe de lancement, mais à la fin, ça finit à 1 partout. Donc l'autre, il sort avec son ego comme ça, il va sûrement dire qu'il a fermé des bouches, mais je trouve que c'est d'une incohérence folle ce qu'il a fait hier. Mais le résultat. Quand il te dit après le match contre Monaco, quand il te dit on
on savait qu'on allait dans la bonne direction. On a montré aux gens qu'on avait raison et qu'il fallait continuer. Tu dis ça quand à domicile, tu as 26% de possession, 3 tirs, 3 buts en première mi-temps. C'est une insulte à l'intelligence des gens. Oui. Si tu me dis que tu construis sur quelque chose à Lyon, Lyon est une équipe qui, contre Lille, jouera bien. Contre Paris, jouera bien. Contre une équipe qui a la possession, jouera bien. Par contre, contre Dijon, contre Lorient, on l'a vu, contre Lorient, etc., ça va être dégueulasse. Parce que Lyon, quand tu vois les qualités qu'ils ont, je te parle des mecs, même ceux qui jouaient, hein, Thiago Mendes, Paqueta, Aouar, me dis pas que tu n'es pas capable d'avoir la possession et de jouer au ballon. Parce que c'est pas ce qu'ils font. Hein. Lille joue au ballon. Lille a de la possession. Lille, c'est cohérent. Même s'ils font match nul à domicile, 11 contre 10 pendant 40 minutes, Lille, tactiquement, c'est cohérent. Tu comprends ce qu'ils veulent faire. Même si moi, je trouve qu'ils ont trop tendance à revenir dans l'axe. Ils te font des belles actions et à chaque fois, ils perdent du temps pour revenir dans l'axe du côté de Lille. Mais en tout cas, tu as une cohérence. Du côté de Lyon, si tu me dis hier, quel est le plan de jeu de Lyon, Lyon, il marque sans cadrer une frappe, tu vois. Oui, ça c'est sûr. Donc, si c'est ça ton projet, bon, bah, ok. Par rapport à Lille, il y a Papy Gomis qui nous dit un très bon commentaire. Lille, pour moi, leur très gros point fort, c'est le milieu. Quel joueur Renato, quand même, André aussi, et surtout qu'ils ont de plus que les autres clubs en Ligue 1, c'est un banc. Ah. Oui, alors quand je t'ai dit qui y avait sur le banc à Lyon, tu peux te dire qu'ils ont un banc aussi à Lyon, parce que Lyon, ils ont Cacré, Cherki, Dembélé, Guimarães, tu peux pas dire, et Belhamri qui a été bon quand il est rentré, donc tu peux pas dire qu'ils n'ont pas de banc. Par contre, offensivement, c'est vrai que Lille a un gros banc quand tu vois qui ils font rentrer. Et puis moi, je trouve que Lille, ils sont très bons défensivement. Botman, Fonte, c'est très costaud. C'est super complémentaire et c'est costaud. Et Lille, c'est très cohérent. C'est très cohérent. Le seul qui a un petit peu de mal, il fait pas des prestations pourries, mais il fait une coquille par match, c'est Čelić. Par rapport à, il a un petit peu de mal. Là. Alors je crois, il a pas beaucoup joué en début de saison. Je sais pas s'il était blessé ou s'il est, mais il a, voilà, il a un petit peu de mal. Il fait quelques coquilles. Mais après, c'est une belle équipe. Et moi, j'adore le Burak Yılmaz devant. Vraiment. Ils ont de la chance et ils avaient, parce qu'il va partir, mais ils avaient Luis Campos. Quand tu perds Loïc Rémy, de te dire tiens, je vais faire Burak Yılmaz. Moi, Burak Yılmaz qui suit la Turquie, c'est une immense star. Hein. C'est le capitaine de la sélection. C'est une des plus grandes stars turques du football turc. Et moi, honnêtement, j'avais des doutes. Et en fait, il est bien. Il est bien parce qu'autant tu peux avoir, il est arrivé libre en plus. Donc autant tu peux te dire qu'ils se sont, pour le moment, hein, parce que c'est que il y a 9 matchs, tu peux dire que Jonathan David est dans le dur. Autant tu peux dire que Burak Yılmaz, c'est déjà un bon coup. Ben justement, heureusement qu'il y avait Yılmaz pendant que, enfin, si t'attendais, si tout reposait, si on pensait que le nouvel Osimhen, ça allait être Jonathan David et qu'il allait t'enquiller but sur but. Et tout ça. Là, heureusement qu'il y avait que Burak il va marquer. Il faut pas qu'il ait le doute, mais il va marquer parce que des fois on te compare j'ai vu l'autre fois Villas-Boas qui parlait de Benedetto et de Jonathan David. Déjà, Benedetto, si on lui accorde son but à Paris, t'as pas le même discours. Parce que son but, il est valable à Paris. Hein. Donc, tu me dis, il n'a pas marqué Benedetto. Bah, si, il avait marqué contre Paris. Donc, déjà, tu l'embêterais pas avec ça. Et Jonathan David, il lui manque pas grand-chose aussi. Parce que Jonathan David, il se crée plein d'occasions. Et il y a plein de fois où il est décisif quand même. Que ça soit sur le pressing, sur la volonté, sur l'appel. Moi, j'attends qu'il marque. Il est décevant parce qu'il a été acheté très cher. Mais je trouve il va avoir du temps et je pense qu'il va marquer des buts, Jonathan David. Ouais. Et ils ont eu le positif pour Lille, c'est que donc ils n'ont pas trop bougé en effectif, mais devant, mais voilà, ils perdaient Osimhen notamment. Mais c'est vrai que cette doublette n'est pas encore, on va dire, rodée devant. Mais par contre, à chaque fois, il y en a un qui prend le relais. C'est-à-dire que quand Bamba était bien, quand les autres n'étaient pas bien, Ikoné commence à revenir. Laisse-moi finir ma phrase. Je le vois, ton cœur. Et donc, ouais. Et après, en fait, voilà. Je trouve juste que
c'est très encourageant, si tu veux. Et un autre aussi que moi j'adore, c'est Yazice. C'est cette patte gauche là, punaise, il est on parlait de star. Là, l'année dernière, il a eu du mal. Après, il s'est fait les croisés. Là, il a mis un triplé en Coupe d'Europe. Il a une patte gauche. Je trouve qu'il a une façon de jouer qui est. Moi, j'aime bien ce mec-là. Complètement anachronique. Tu te demandes d'où il sort. Ça sort pas de. Voilà, c'est un mec. C'est toujours intéressant d'avoir. Il a vaincu. Hein. Tu as 9 matchs de championnat, 2 de Coupe d'Europe. Ils n'ont pas perdu encore. C'est pas 11 matchs, c'est pas 9. Hein. Vas-y, Soso. À qui tu le donnes, ce cœur? Papy Gomis, il a fait, tu sais, des trucs triangles. Là. Moi, tu vois, Twitch, je suis pas encore au top. Des blitz. Des blitz. Des blitz, exact. Ouais. Ah bah, même toi, tu sais. Alors là, où on va? Et d'ailleurs, il nous a dit, par rapport à ça, David, il fait un superbe enchaînement à la 90e minute, mais il trouve personne sur la passe. Il a dit. Mais il n'est pas en réussite. Il n'est pas en réussite. Tu vois encore son péno qui loupe, c'était quoi en Ligue des Champions? Contre. Pas en Ligue des Champions, UEFA. En UEFA, oui. En UEFA. Europa League. Ouais, l'Europa League. Ouais. L'UEFA, c'est des trucs de vieux, ça. On sait deux. L'UEFA, moi, ça me parle. C'est quand on était encore potable en Coupe d'Europe. Et là, il y a la C3, elle n'existe plus. Celle qui a gagné Paris, la Coupe des Coupes. La Coupe des Coupes, la fameuse. Mais bon, c'est la vie. Non, mais du coup, c'était ouais, moi, pour vous rejoindre, et juste, je voulais revenir juste sur tout ce qu'avait dit Manu. Je suis totalement d'accord avec lui. Je comprends pas comment Rudy Garcia peut se passer de Cacré, Bruno Guimaraes et de Aouar au milieu de terrain, puisque les trois pullent foot. Il y en a deux qui sont formés à Lyon. Bref, pour moi, c'est incompréhensible. Et j'espère pour vous, mes amis lyonnais, qu'il y aura une bis repetita de ce qu'il y avait eu l'an passé avec Silvino après le match contre Saint-Etienne. Non, moi je pense pas parce qu'il est en fin de contrat à la fin de l'année. Donc, ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Après, il est en fin de contrat, mais bon. Et comme tout le monde et tout le staff est en fin de contrat, même l'entraîneur des gardiens. Donc, je pense qu'ils vont serrer les dents. Et Papy, Jean-Michel, il va pas sortir le chéquier. Je pense qu'ils vont serrer les dents jusqu'à la fin et qu'avec l'effectif qu'ils ont, ils peuvent espérer quelque chose. Par contre, la conférence de presse d'avant-match de Rudy Garcia qui dit si la saison avait été à son terme, on aurait été en Ligue des Champions avec Lille. T'as envie de lui dire, mais arrête, quoi. Arrête, c'est pas possible. T'étais 7e. À quel moment tu peux dire, j'allais finir en Ligue des Champions? Lille, ils étaient à 1 point. Et sur une série positive, à la limite, Lille, tu peux dire, bon. Même les Marseillais, la plupart, je dis bien, ont le mérite de reconnaître qu'ils te disent qu'ils se seraient fait passer devant par Lille, justement. Il le pensait, tu vois. Personne ne sait. C'est comme ceux qui te disent, si ça avait continué, Nîmes serait pas descendu, ou Nîmes serait descendu, ou Saint-Étienne serait descendu. T'en sais rien. Rien. Non, mais c'est sûr. Ouais, sinon, après, si on se projette Ligue des Champions pour les clubs français, les pronos là. C'est quoi alors? Vas-y Manu, toi tes pronos pour les 3 clubs français là. Donc on rappelle. Porto OM, Leipzig contre PSG Paris. Et Chelsea contre Rennes. Donc Porto OM, tu vois quoi? J'aimerais que l'OM marque 1 point. Oui, mais alors t'aimerais, mais tu vois quoi? Je vois l'OM marquer 1 point. D'accord. Donc un match. Ou perdre, mais pas gagner. Ok. Nul ou gagne pour Porto. Ok. Donc, qu'est-ce que vous voyez les autres? Moi, je pense que Villas-Boas va réussir à déjouer Porto et que Marseille va repartir au moins avec un match nul, puisque Porto, ils sont un peu dans le flou. Et puis Villas-Boas, il connaît bien la maison. Donc, je pense pas qu'il sera forcément impressionné. Voilà. Je pense qu'ils rentreront au moins avec un point. Villas-Boas, il joue pas, hein, mais... Non, il connaît bien, tu vois. Toi, Sofiane, tu vois quoi? Moi, je vois un 3-1 pour Porto. Ah ouais. Moi, je vois Porto aussi. Je sens que Conceição, il va se faire à Villas-Boas sur le bord du terrain. Tu peux être sûr. Un beau duel. Non, mais moi, je vois quand même Porto. Après, j'ai pas envie que Marseille perde parce que franchement,
tu vois, j'ai de l'empathie pour les supporters et ça fait 11 défaites de suite et j'ai pas envie qu'ils soient dans le Guinness, tu vois, voilà, qu'on les laisse tranquilles parce que là, si tu perds contre Porto, la spirale des 0 points, on va les gonfler avec ça, tu vois. Donc, sachez que leur dernière victoire, c'était contre l'Inter, malheureusement. Voilà. Ouais, avec le but de Brandao, c'est ça? Non, Brandao, on avait gagné à domicile 2-1. C'était sur le but d'Ayou à la dernière minute au Vélodrome. C'est vrai, oui. C'est vrai. Malheureusement. Pardon. Bon, match de Paris, qu'est-ce que t'en penses? Leipzig-Paris. Paris. Ok. Bon. Paris aussi. Moi, honnêtement, je sais pas pourquoi, je sens Leipzig. Je sais pas pourquoi. Vraiment, moi, je me dis que Paris. En plus, j'ai vu tout à l'heure que normalement Mbappé serait dans le groupe et tout. Pareil, Moiskin, ça aurait été juste de la fatigue et pas de problème musculaire ou quoi. Donc, non, moi, je pense que Paris, ils vont faire le taf. De toute façon, il n'y a pas le choix là. Donc, je pense pas qu'ils vont se rater. Et dernier match, du coup, Chelsea-Rennes. Le cœur dirait Rennes, mais la raison dit Chelsea. Moi, je vois un match nul. Ça serait bien. Moi, depuis le début, alors on verra, hein, je disais bizarrement, depuis le début, je disais à chaque fois dans les pronos que autant Séville, je les voyais prendre 0 points contre Séville, mais s'il y avait des points à prendre, c'était contre Chelsea. Alors, et je me dis, ça sera peut-être, pourtant sur le papier, bon, mais je vois bien un match nul, moi. Ok. Sofiane? Moi, je vois une victoire de Chelsea avec un doublé de Ziyech. Voilà. C'est des objectifs, ça. Hein. C'est pas un peu marocain, toi? Un peu sur les bords. Ouais. Non, moi je pense que pareil. Hein, je pense que Rennes, ils peuvent aller chercher un match nul. Et il y a moyen de faire quelque chose contre Chelsea. Enfin, c'est plus comme à l'époque. C'est plus le Chelsea de l'époque. Et je pense que Rennes, bon, malgré qu'ils aient un petit écart là, dans leur forme, mais bon, ils ont quand même gagné ce week-end. Mais ouais, pourquoi pas un match nul, je pense. Ça pourrait être pas mal. Et bon. Et concernant, bon, on a 2 dernières questions. La première, c'est qu'est-ce que tu vois? Qui c'est que tu vois dans le top 5 de la Ligue 1 en fin de saison et les 3 équipes qui vont être reléguées? Il faut être précis, il faut dire 1, 2, 3, 4, 5. Je vais t'en donner que 2 des équipes qui vont être reléguées pour pas être désagréable avec toi. Et, Sympa ça. Dijon. Ouais. Le fameux Dijon. J'ai du mal avec l'autre. Hein. J'ai du mal avec l'autre. Moi, je vois Dijon et Nîmes, pour être honnête. Et en barragiste, Lorient, peut-être. Ok. Et dans les 5 premières, du coup? Moi, j'ai pas peur de le dire. Je pense que Paris sera champion. Tu prends des risques, là. Hein. Il y a des cotes. Je pense que Paris va gagner et que Dijon va descendre, même si c'est pas populaire. Populaire opinion. J'ai pas peur de dire les trucs. Je pense que Rennes va finir sur le podium. Ok. Rennes va finir sur le podium s'ils sont éliminés en Ligue des Champions. Je pense que ça se fera. Et le troisième sur le podium, Lille. Mm-hmm. Eux aussi, s'ils sont éliminés en Coupe d'Europe. Et derrière, je vois Marseille et Lyon. Ok, donc malgré tout, Lyon qui finit 5e. Ok. Ouais. Et du on coup, va dire ça comme ça. Nice, je pense que Nice est capable, mais qu'ils vont payer cher la blessure de Dante parce qu'ils avaient trouvé une sorte d'équilibre en 3-5-2, mais tu joues à 3 aussi parce qu'il y a Dante, et le fait qu'il n'y ait plus Dante, ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué à gérer, hein. Ils perdent leur capitaine là. Parce que tu n'as plus ton cadre en plus, c'est que des jeunes dans l'axe. Ça, c'est compliqué pour Nice. Non, mais c'est surtout qu'en plus, tu vois, genre, la blessure, la gravité qu'elle peut avoir, c'est qu'elle peut carrément finir avec la carrière de Dante. Il y a moyen qu'il revienne plus, forcément, parce que bon, on le rappelle, 37 ans, là, jusqu'à la fin de la saison, en temps normal. Bon, j'espère qu'il reviendra quand même pour Nice. Et du coup, je vais passer à la dernière question, Manu, qui est un peu l'habitude de la question habituelle. Si tu avais 3 personnes à nous conseiller à faire venir à Ice Foot,
Ça peut être de tout milieu, hein, mais du coup, des gens qui s'intéressent au foot, qui c'est que tu nous conseillerais? Brahim, Thiam, Walid, Cherchour, et je sais pas, il y en a plein qui peuvent venir. Tiens, tu peux Bertrand Quenette, le commentateur France Bleu de France Bleu Héros. Okay. Quelqu'un qui était là avant, et voilà. Ok, bon c'est noté. Hein. Ah, bon, les amis, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Je vois que sur le chat, il y a beaucoup de messages. On nous demande beaucoup de choses. Les gars, on espère que vous ayez apprécié cette heure qu'on a passée du coup avec Manu. C'était très intéressant, ça fait plaisir de te voir et te revoir. Il y avait beaucoup de monde qui posait des questions sur ton projet. Est-ce qu'il avance? Est-ce que tu vas revenir sur Twitch? Est-ce que tu veux donner un dernier petit mot? J'ai un dernier ou un avant-dernier, aucun problème. Vas-y. Le Twitch, je réfléchis à ce que je vais en faire. Parce que, en fait, j'avais dans l'idée d'arrêter complètement. Mais le dernier live que je fais, le dernier live du Mercato, vous êtes sur Twitch, tu vois la difficulté d'arriver à faire de l'audience. Et en fait, depuis que je suis parti, je me suis rendu compte que j'en faisais beaucoup. Quand tu es dans le truc, tu te rends pas compte, mais je finis le dernier live avec plus de 7000 spectateurs, enfin des choses qui sont assez dingues, quoi. Et je me dis, c'est un peu dommage alors qu'il y en a qui essayent d'avoir de l'audience, moi d'avoir une audience et de pas l'utiliser. Alors, la façon dont je vais l'utiliser actuellement, pour tout te dire, je pense que je vais faire un truc de façon utile. C'est-à-dire que je pense que je vais faire des lives, mais à thème. C'est-à-dire que 1-2 fois par mois, je vais faire des lives, par exemple, et toute l'oseille va être pour tel projet, tel assos, etc. Et tout l'argent ira là-dessus, ce qui me permet, moi, de continuer à avoir du lien avec les gens, parce que quand tu as près de 6000 personnes qui se sont abonnées, qui m'ont donné énormément de force pendant les 4 mois du Mercato, j'ai pas envie de les laisser. Et que, encore une fois, ce dernier soir de live, il a été assez bouleversant pour moi. D'ailleurs, ceux qui étaient là à la fin, j'étais très ému. Parce que j'ai reçu énormément d'amour, d'affection, et que donc je pense que je vais faire ça, c'est-à-dire que quand j'aurai envie pour une cause, par exemple, je vais dire allez, on se retrouve tous, et puis toute l'oseille que vous envoyez, on envoie à telle cause, parce que je n'ai pas besoin de cette oseille-là, même si je crache pas dessus. Donc je vais sûrement faire ça. Et donc le projet Twitch, il est en stand-by, mais je pense que je ferai ça de temps en temps. Mais pas envie j'ai envie de faire des trucs concrets, c'est-à-dire que c'est un peu compliqué. Mais par exemple, moi, ce qui me plairait, c'est de me dire tiens, un des mecs qui me suit, il est en galère. Tu vois, il est en galère, ou je sais pas, son père, il est en galère, il y a pas de il a un souci de loyer, il a un souci de quoi que ce soit. Et on s'y met, on va récupérer 200, 300 balles, on lui les donne, et voilà. Tu vois, juste de se dire, t'as fait ça pour lui. Je préfère ça plutôt que de me dire, même si c'est très utile, hein, qu'on va faire un truc pour l'UNICEF ou des choses comme ça. J'aime bien l'idée de rendre service. Je l'avais fait déjà, moi, pour 2 fois avec Twitch. Une fois pour le fauteuil d'un mec à Lille. Et une autre fois, sans le dire, où j'avais filé toute l'oseille, celui du dernier live, à quelqu'un qu'on avait besoin. Mais j'aime bien cette idée-là. Donc, je vais le faire. Ok. Donc, ton retour sur Twitch se prépare en tout cas. Ouais, disons que c'est l'idée. Maintenant, les gens, il suffit pas de leur dire, tu vois, je suis pas Ronaldo, Neymar, moi. Il suffit pas que je clique lancer le live pour avoir des centaines de personnes. Faudra qu'il y ait des circonstances et des choses à dire. Ok. Bon, en tout cas, on va suivre ça très près. Ah, et du coup, il y a Andeva qui nous demande si du coup tu pourras faire un live spécial pour aider le Mercato des Girondins de Bordeaux. Merci Andeva. 300 balles, tu vas pas recruter grand-chose. Hein. C'est déjà ça. Tu n'as même pas les moyens de te payer Nando, faut te dire. Après, Nando, là on lui a mis une clause à 60 millions. Ça va pas partir là. Bon. Ah, 60 millions d'euros, ouais. Ah ouais, c'est... Attends. T'as vu ce sourire Colgate, là? Attends, on peut pas se permettre de le perdre. Ah, vous êtes fous. Attends, on a un Portugais avec nous, les clauses, c'est... les clauses portugaises. Bref, en tout cas, les gars, c'était un très bon live.
On espère que t'es kiffé, Manu. C'était avec grand plaisir. D'habitude, ce qu'on fait, c'est que je dis au revoir, Sofiane dit au revoir, Nando dit au revoir, et après on te laisse le mot de la fin. Tu dis au revoir et tu peux dire ce que tu veux. Si tu veux dire un mot, une phrase. Ok? Ok. Mais du coup, merci beaucoup les gars d'avoir été avec nous une fois de plus. On se retrouve dès demain à 23h pour débriefer la Ligue des Champions comme d'habitude. On va se retrouver demain avec JM, donc qui sera une fois de plus avec nous. Et voilà, donc merci à tous d'avoir suivi. C'était un très bon live, avec grand plaisir. Et puis on se revoit très très vite. Et juste, quand on aura fini, je vais host Alex, un ami à moi. Donc les gars, n'hésitez pas à aller parler avec Alex et rester sur son live. À toi, Sofiane. Ah, c'est à moi, ok. Déjà, merci à Manu d'être venu. Hein. Franchement, c'était super cool. On a parlé de Ligue 1. Moi, d'habitude, je regarde pas trop la Ligue 1, donc ça m'a permis d'apprendre encore plus de choses sur la Ligue 1 et ça, c'est cool. Quand Lukaku joue pas, on parle pas de l'Inter. L'Inter, c'est demain. On en parlera demain. On va perdre demain, mais on en parlera demain. Et merci au chat d'être venu. Merci à tout le monde. Rendez-vous demain à 23h. On va parler aussi de l'Inter, un petit peu quand même, puisque c'est le choc de la journée de Ligue des Champions. Et je laisse l'avant-dernier mot pour Nando. Bon, merci Manu, c'était cool de t'avoir ici. Merde pour la suite, pour les projets Twitch, mais aussi pour les vrais projets, pour les projets dans la vraie vie. Voilà, donc écoute, plein de bonnes choses. Et puis, je remercie le chat, je vous remercie mes collègues. Et puis, je te laisse le dernier mot. Merci pour l'invitation. Ça m'a fait plaisir de revenir sur Twitch. J'étais pas revenu depuis la fin du mercato. Je m'étais fait discret depuis 3 semaines. Juste moi, vous donner de la force parce que quand je vois le casting que vous avez eu depuis que vous avez commencé, c'est assez dingue parce que si tu fais un petit point, tu as fait Bichente Lissarasu, tu as fait Robert Pires, tu as fait des gens de très très haut niveau. Il y en a d'autres, hein, mais tu as fait des gens qui sont pas d'habitude sur ce type de réseau-là. Vous parlez de foot. Vous n'êtes pas dans le buzz, dans la caricature de certains consultants. Vous n'êtes pas dans l'insulte ou dans le dénigrement. Donc, beaucoup de force à vous. J'espère que les gens vont venir parce que tu peux pas te plaindre des médias et de la façon dont ils travaillent si elle te déplaît et ne pas donner de force à des gens qui tentent de faire autre chose. Donc, grosse force à vous. Voilà. Merci beaucoup, Manu. Ça fait plaisir. Les gars, on se dit à très vite. Et très bonne fin de soirée à tous. Non, je sais pas, j'ai eu un bug, j'ai eu un. non, parce que en fait, l'hébergement, il a été lancé, je crois. Ouais, non, il y a eu une pub, en fait.